est Daniel Kretinsky. Et non pas Kretinsky, comme certains petits pangolins réfractaires polissons osent parfois le dire. Donc il est plutôt assez discret et mystérieux. Il est issu de la bourgeoisie et c'est un milliardaire tchèque né en 1975 qui a fait fortune avec les mines et centrales à charbon. Selon un article de l'Humanité publié en 2023, Kretinsky considère Emmanuel Macron, comme je vous l'ai dit, comme l'un des plus grands talents de la scène politique européenne. Il aurait même confié être fan. Donc c'est quand même à soulever. Avocat de formation, il mise sur la lenteur de la transition écologique de l'Union européenne pour investir massivement dans les énergies fossiles. Paris gagné. Il fait fortune et devient actionnaire majoritaire de 70 sociétés dans 9 pays européens. Il est dans les 10 premiers fournisseurs d'énergie en Europe. Il devient aussi actionnaire dans la grande distribution avec la Fnac, le fournisseur Métro et la chaîne de magasins Casino en grande difficulté financière à l'époque de son rachat. En 6 mois, il rachète donc Casino, Editis et Atos, dont l'ancien gestionnaire n'est autre que Thierry Breton, avec, semblerait-il, l'aide précieuse de son ami Macron, qui ne cache pas son amitié profonde pour les milliardaires. Le nom de Kretinsky apparaît dans l'affaire des Panama Papers et Pandora Papers. C'est quand même une information importante à soulever. Puis, comme tout milliardaire qui se respecte et souhaite défendre ses intérêts personnels, il s'offre des médias. Il se concentre surtout sur les médias français. Il crée le groupe CMI et rachète l'hebdomadaire Marianne en 2018. Et prend des parts dans Le Monde, mais il n'est pas majoritaire. On sait d'ailleurs que dans Le Monde, vous avez Xavier Niel qui l'a racheté pour faire taire les journalistes, puisque c'est ce qu'il avait dit, que lorsque les journalistes le titillent d'un peu trop près, ils rachètent leurs canards pour les faire taire. Et puis dans Le Monde aussi, on a notre fameux Bill Gates, philanthrope, qui donne aussi un petit peu d'argent pour faire plaisir aux journalistes. Donc il fait également, Daniel Kretinsky, un don de 15 millions d'euros au journal Libération en volant à leur secours. Comme un super-héros, il est toujours là pour aider les sociétés en détresse. En 2019, il rachète des magazines de Lagardère, entre autres Elle, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris. Il lance aussi le magazine Franc-Tireur, cofondé par Raphaël Enthoven, qui, je rappelle, est l'ex-conjoint de Justine Lévy, fille de Bernard-Henri Lévy. Ensuite, il se sépare de Carla Bruni. Et il est actuellement en couple avec Adèle Van Driet. Vous savez, la directrice de France Inter, celle qui ne veut pas du tout recevoir ceux qui remettent en cause le réchauffement climatique. Alors, les autres cofondateurs ne sont autres aussi que Caroline Fourest, qu'on ne présente plus, et Denis Oliven, directeur général de Libération et membre de la French American Foundation. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la French American Foundation ? Eh bien, c'est une organisation cofondée en 1975 par le pro-Union européenne Valéry Giscard d'Estaing et dédiée exclusivement au renforcement durable des relations franco-américaines en mobilisant les décideurs et leaders d'opinion des deux pays. On y retrouve de nombreux politiques et journalistes français attachés aux idées mondialistes, bien évidemment. Donc la direction du magazine Franc-Tireur est d'abord assurée par Christophe Barbier, puis Caroline Fourest depuis 2022, dont on connaît les positions pro-Macron depuis des années. Dans une enquête d'arrêt sur image de 2021, le journal est accusé de plagiat. Donc voilà, c'est un petit peu le type de média que possède Daniel Kretinsky. Mais il manquait une chaîne de télé à Daniel Kretinsky. C'est pourquoi il lance une nouvelle chaîne, T18, profitant d'une opportunité avec la fermeture de l'Arcom, par l'Arcom, des chaînes C8 et NRJ12, libérant ainsi des fréquences à de nouvelles chaînes. La chaîne a été inaugurée hier soir, en grande pompe, donc vendredi 6 juin 2025, par notre cher Laurent Ruquier. T18 s'est engagé auprès de l'Arcom à diffuser plus de 3000 heures de documentaires et 1000 heures de magazines d'information par an. Mathieu Croissando, ex-éditorialiste politique à BFM TV et membre également de la French American Foundation, encore un, animera une émission de débat sur l'actualité intitulée « Pour tout dire ». Tout un programme.
Donc pour résumer son positionnement entre divertissement et réflexion, la chaîne lance son slogan « La télé qui s'amuse à réfléchir ». Avec T18, Kretinsky nous fait la promesse de regarder le monde avec intelligence, optimisme et curiosité, ainsi qu'une grande liberté de ton. On ne demande qu'à voir. En tout cas, quand on voit le casting des têtes d'affiche de la chaîne, entre Ruquier et Enthoven, rien de nouveau sous le soleil. Christophe Baldelli, directeur de la chaîne, assure au magazine L'Humanité « On va apporter quelque chose de différent. 30 millions d'euros, c'est la somme modique allouée à T18 pour son fonctionnement pour 1 an. » Bravo Marie-Charlotte. Un petit texte qui permet de bien se rendre compte, en fait, finalement, l'idée de ces milliardaires, du pourquoi ils vont prendre les médias. C'est intéressant de voir la collusion, finalement, qui peut exister entre, on voit déjà, de par sa femme, entre les médias publics et les médias privés. C'est intéressant, et de voir également par rapport aux politiques, on retrouve finalement toujours des liens entre les personnes qui travaillent dans le médiatique et les personnes qui sont dans le politique. Alors, pour cette ouverture finalement de T18, on va quand même imaginer que nous avons des journalistes derrière, qui sont intègres, qui ont envie finalement de faire bien leur travail. Et on va leur expliquer qu'il y a un texte qui malheureusement n'est pas forcément étudié en école de journalisme, qui s'appelle la Charte de Munich. Donc la Charte de Munich, c'est un texte qui a été écrit donc, en 1971 à Munich, et qui va en fait donner les droits et les devoirs du journaliste. Donc c'est le texte déontologique du journalisme. Et on va vous lire en fait les 10 devoirs des journalistes, messieurs donc de T18, en espérant que vous allez évidemment respecter scrupuleusement ce texte. Premier devoir, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit public à le connaître. Deuxième article, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Troisième point, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Point numéro 4, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Point numéro 5, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Point numéro 6, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Point numéro 7, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Point numéro 8, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Avant-dernier point, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Et dernier point, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Merci Pascal. Moi je voulais savoir, j'ai une question. Hier donc il y a eu l'inauguration en grande pompe de T18 et on voudrait savoir s'il reste des petits fours pour les gueux. Est-ce qu'il en reste? Vous pouvez nous les amener parce que c'est vrai que nous on n'a pas 30 millions d'euros de fonctionnement annuel. Donc on apprécierait de pouvoir finir vos restes. Donc vous pouvez nous descendre les petits fours, comme ça nous aussi on va faire la fête. Et d'ailleurs à propos de l'argent qui coule à flot, je ne sais pas en venant sur place si vous avez pu voir les affiches dans le métro, les affiches sur les bus, mais il y a une grosse campagne en ce moment justement pour promouvoir et on existe, T18 est là, venez. Et donc voilà. Et curieusement, alors qu'on a des affichages partout dans la ville, où est le logo sur le fronton du bâtiment? Où est-il? Alors ça, c'est une mode qui se développe de plus en plus chez les médias français, de ne plus s'afficher. C'est-à-dire qu'autrefois, voilà, ils mettaient fièrement leur grand logo. D'ailleurs, ici, on est vraiment dans un pôle médiatique. Vous voyez ici, par exemple, il y a RFI, France 24. Donc c'est vraiment de l'autre côté de la rue. On passe du public au privé.
Donc eux qui osent encore afficher leur logo. Mais de plus en plus, en fait, on voit des chaînes qui se camouflent, qui n'ont pas forcément envie que le public voit leur enseigne et puisse éventuellement, s'ils feraient du mauvais travail, je sais pas, se faire insulter, ou au-delà de simplement se faire insulter, simplement questionner par le public, qui pourrait se dire, il y a des choses qui sont peut-être pas normales dans votre média. Alors, là, ils viennent de s'installer, ils n'ont peut-être pas eu le temps encore de faire les travaux, on verra les prochains mois si, en effet, ils mettent leur logo ou s'ils préfèrent rester discrets. Néanmoins, voilà, nous savons qu'ils existent, nous savons qu'ils sont là. Voilà. Pour nous, on n'est pas là non plus forcément que pour leur taper sur les doigts. On est là aussi pour entamer le dialogue, comprendre finalement le rôle de ces journalistes. On aimerait bien discuter avec des journalistes. Et alors, même si là c'est complètement opaque, on va avoir des fenêtres réfléchissantes, il y a certainement du monde qui est en train de travailler en ce moment dans les locaux, donc voilà, si nous vous entendez, si vous voulez venir discuter avec des simples citoyens qui s'intéressent justement à votre métier, parce que votre métier est extrêmement important. Nous considérons que délivrer une information au public est important pour que le public puisse comprendre finalement les enjeux de la société et puisse faire des choix en conséquence. Sauf que voilà, pour ça, nous aurions besoin d'une information large, et à chaque fois, en fait, on se rend compte que c'est toujours un peu la même chose. Surtout qu'ils nous promettent une liberté de ton. Donc nous, on est tout à fait d'accord avec ça. On est pour la liberté de ton. Hein. Bon, là, on y est à fond. Hein. Donc, voilà, la liberté d'expression pour nous, c'est extrêmement importante. Nous aimerions justement avoir des débats, finalement, des personnes qui ne pensent pas forcément toujours de la même façon, qui puissent dialoguer entre elles et avoir des sujets qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc vous venez de vous lancer, on vous laisse votre chance, hein, on va pas forcément vous critiquer, mais on vous donne les cartes en main, notamment avec cette charte de Munich, pour que vous avanciez dans le bon sens. D'ailleurs, ça devrait vous intéresser, hein, le lendemain de l'inauguration de votre chaîne, qu'il y ait une manifestation prévue sous vos fenêtres, ça devrait quand même vous interloquer, et on ne voit personne descendre, venir à notre rencontre. Bon, ça pose question quand même. Mais en tout cas, on est là, donc n'hésitez pas. On va partir d'ici combien de temps ? Peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, d'ici entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc vous avez encore jusqu'à une demi-heure pour venir à notre rencontre et débattre, puisque vous êtes pour la liberté de ton. On peut déjà débattre dans la rue. Oui, et d'ailleurs, si aujourd'hui vous nous ratez, nous sommes une association qui est reconnue. Nous sommes Vigimedia. Vous pouvez nous trouver sur notre site internet Vigimedia, donc vigimedias.info. Nous sommes tout à fait ouverts à finalement discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, nous sommes de simples citoyens qui, pour nous, l'information c'est quelque chose d'important. Et on aimerait bien finalement avoir votre point de vue, et notamment le point de vue des journalistes qui parfois en fait auraient envie justement de faire leur métier et qui reçoivent parfois des informations, des pressions qui viennent d'en haut, qui les empêchent finalement de délivrer l'information qu'ils voudraient. Donc on est aussi là pour aider finalement les journalistes à pouvoir s'exprimer et pouvoir finalement s'extraire de la hiérarchie. On pense à la société, je crois, des journalistes de France 3, justement, qui a fait un courrier à cette émission. Oui, on lira ce courrier tout à l'heure parce qu'on va passer devant France Télévisions. Il y aura pas mal d'informations qu'on pourra délivrer là-bas. Vraiment, Vigimedia, vous êtes super gentils. Vous êtes d'espérer encore qu'ils vont... Alors, ça va là ? Merci LDC News, merci Réservoir APPS, merci d'être là. Vraiment, et merci à vous, messieurs. Vous êtes encore très, très gentils d'espérer qu'ils viennent vous écrire, vous parler, vous dire « Ah, c'est vrai, vous, le peuple, vous étiez là. » Parce que moi, je vais vous dire, et vous le savez, ils veulent, et ça, c'est gravissime, nous faire disparaître par tous les moyens. Il y a eu l'injection, et maintenant, il y a la loi fin de vie. Tous les moyens sont bons pour faire disparaître les gueux. Ils vont se faire des colloques, des repas entre eux. Donc il n'y a plus de reste. Hein. Les restes, ils sont déjà partis. Donc moi, je voudrais vous partager l'intervention d'une professeure, d'un docteur, sur la loi fin de vie. C'est scandaleux. Je vous partage ceci. L'opinion. Fin de vie, le délit d'entrave va à l'encontre de notre éthique de soignant. Voici ce que dit professeur Carole Bouloc.
Si un patient arrive demain à ma consultation et me dit « Docteur, je ressens une souffrance insupportable et je pense à mourir », qu'est-ce que je vais lui répondre? Je ne vais pas lui dire « C'est tout à fait possible, la loi vous autorise. Si je fais ça, je me sens mal, je démissionne, je peux faire ça, je ne peux pas pratiquer ma profession dans ces conditions. » Elle était très émue. Ensuite, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs, de la proposition de loi relative au droit à l'aide active à mourir. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite. Active à mourir. Le texte sur la fin de vie a été débattu à l'Assemblée nationale. Nous rappelons les amendements qui n'ont pas été débattus car ils ont été rejetés en commission. L'amendement AS 568. Il est interdit d'appliquer l'euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. Rejeté. Amendement AS 51. Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer son jugement. Rejeté. Amendement AS 287. Lorsqu'il a des doutes sur le caractère libre et éclairé, l'expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Rejeté. Comment peut-on interdire ces possibilités? On se demande à quel point les législateurs sont conscients de ce qu'ils ont fait. Les parlementaires ont l'impression qu'en réalité, il ne s'agit plus du tout d'un droit d'aide à mourir en fin de vie. Si on rencontre une souffrance insupportable et réfractaire, mais que tout simplement on donne un droit au suicide à toute personne traversée par cette idée. Amendement AS 98. Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Rejeté. Amendement AS 97. Un médecin, un infirmier ou une aide-soignante n'est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Rejeté. C'est choquant. Ces professionnels de santé ont une conscience comme le médecin. Tous ces professionnels de santé ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas participer à un acte d'euthanasie. C'est beaucoup de violence à l'égard du personnel soignant lorsqu'il est dit qu'il n'y a pas de différence entre suicide assisté et euthanasie. Vous savez que c'est une différence quand même majeure pour les soignants entre laisser libre un patient d'avaler des pilules qui lui auront été prescrites en totale autonomie ou injectées par voie intraveineuse avec toute la violence que comporte ce geste. C'est parfois quelque chose qui est très difficile à vivre et qui peut avoir des conséquences post-traumatiques. Amendement AS 98 est réputé décédé de mort naturelle la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. Adopté. Amendement AS 97. L'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre. Adopté. Parmi les amendements adoptés, il y a aussi celui qui promulgue un délit d'entrave. L'amendement suivant est particulièrement... L'article 17 prévoit une peine allant jusqu'à 15 000 €, voire 30 000 € et 1 an d'emprisonnement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour toute personne qui tentera d'empêcher un patient d'accéder au sujet d'assister ou à l'euthanasie. Pour rappel, la loi Leonetti, promulguée le 22 avril 2005, une loi extrêmement subtile que beaucoup de pays nous envient parce qu'elle savait exactement trouver le bon dosage entre la lutte contre l'acharnement thérapeutique et la lutte contre l'euthanasie, qui est une transgression majeure et de l'interdit de tuer. Et enfin, je vous informe, je vous annonce qu'il y aura des mobilisations contre cette loi bientôt, très bientôt. Et d'ailleurs, ces gens qui se mobilisent contre cette loi vous partagent le message suivant. Plutôt que de céder
à une vision comptable et désincarnée, nous appelons à une grande loi aide à vivre. Une société digne se doit de soutenir la vie en renforçant les soins palliatifs, en rouvrant des lits, en recrutant des soignants bien formés, en développant fortement la médecine de la douleur, en accompagnant les familles, les aidants et les personnes handicapées, et en investissant dans des structures d'accueil adaptées. En rappelant ce principe simple, le médecin est là pour soigner, pas pour tuer. Bravo Karina. Merci. C'est un sujet extrêmement important qui malheureusement à la télévision, à la radio est vraiment très mal traité. Et moi, il y a quelque chose en fait sur ce sujet qui me choque, c'est que en fait, ce sont encore une fois des personnes qui prennent des décisions à notre place. Jamais on nous a demandé en fait notre avis, nous Français, sur ce sujet. Pour un sujet aussi grave qui touche la mort, c'est un sujet en fait qui devrait au moins passer par le référendum. Pour nous, ça devrait être la base. Ce sujet est tellement en fait difficile et profond qu'il mériterait justement de la démocratie. Et en fait, il y a quelque chose de finalement assez contradictoire, parce que l'une des remarques qu'on nous fait souvent quand on dit « nous aimerions être en vraie démocratie pour voter nos lois », la réponse en fait qui est toujours apportée, cette réponse c'est « mais pauvre fou, n'y pensez pas, le peuple pourrait voter la peine de mort ». Et regardez, en fait, lorsqu'on n'a pas le pouvoir justement de voter nos lois, d'initier nos lois, au contraire, ce sont nos représentants qui ne nous représentent pas, les personnes qui sont actuellement au pouvoir, qui ont réussi à arriver au pouvoir, notamment grâce aux grands médias, qui décident de la pluie et du beau temps, et qui, malgré l'avis des Français qui pourraient justement rouspéter, qui pourraient sortir dans la rue, ne nous respectent pas. Donc ces sujets, nous disons oui la vie, nous disons le peuple doit pouvoir choisir, est capable de se faire lui-même son avis, et en attendant, en fait, refusons, en fait, tant que nous le pouvons, ces choix qui vont vers la mort, qui malheureusement envahissent la société de plus en plus. Je voulais, pour terminer, quand même lire un deuxième petit texte en lien avec T18, qui a été écrit par Elian, qui nous a rejoints, qu'on avait déjà posté, mais voilà. Pour moi, c'était important qu'on respecte ce qu'il nous a écrit, parce que malheureusement, il ne peut pas être là devant T18. Donc le 28 février dernier, le canal TNT de C8 a cessé d'émettre sur décision de l'Arcom. Les principales raisons invoquées sont les suivantes: situation financière difficile, dette importante et plus de 7 millions d'euros d'amende. Manque de maîtrise à l'antenne, manque de diversité, trop de fiction multidiffusée. Mais le reproche qui est le plus souvent fait, c'est le manque de pluralisme des courants de pensée et d'opinion de la chaîne. Pourtant, son présentateur vedette, Cyril Hanouna, a été l'un des plus rares à donner la parole aux Gilets jaunes notamment, ou à des médecins ainsi que des personnes publiques qui s'opposaient à la vaccination de masse. Pour autant, nous ne soutenons pas particulièrement ce personnage, mais on se rend compte que voilà, il y avait quand même ce minimum de liberté d'expression qui existait. Une semaine avant la fermeture de C8, Emmanuel Macron a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une décision politique, mais d'une décision réglementaire. Et donc, s'il le dit, c'est comme ça. Dans ce cas, quid d'Altis Média, donc BFM TV, RMC, ainsi de suite, lourdement endetté et empêtré dans un scandale de corruption. Quelle y était la pluralité des courants de pensée et d'opinion lorsque cette chaîne appartenait encore à Patrick Drahi? Rappelons que sur le plateau de BFM, la campagne vaccinale Covid était soutenue par Christophe Barbier et consorts. Emmanuel Le Chypre, lui, souhaitait faire emmener les Français de force par les policiers et les réfractaires au vaccin. Sans compter la diffusion d'imprécisions, voire de fake news, avec notamment Éric Brunet, qui a qualifié Julian Assange, donc le journaliste le plus primé du XXIe siècle, de simple lanceur d'alerte. Il a aussi affirmé que le cofondateur de Wikileaks n'était pas emprisonné, alors que Julian Assange était calfeutré depuis 5 ans au QHS de Londres, dans la prison de Belmarsh, dans une cellule de 6 mètres carrés. 6 mètres carrés, vous imaginez bien la taille que ça fait. En 2024, Drahi, criblé de dettes, a vendu Altis Média au propriétaire CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui bénéficie d'une niche fiscale sur le fret maritime et en plus d'une optimisation via son holding. Il faut savoir que le prince du porte-container
et dans les petits papiers de Macron. Et depuis un an, la pluralité d'opinion sur BFM ne saute toujours pas aux yeux. À compter du 6 juin prochain, le 8e canal de la TNT sera attribué à T18. Donc 6 juin, c'était hier. Propriété du milliardaire Daniel Kretinsky, qui lui a fait fortune en achetant des mines de charbon et des centrales électriques. À ce jour, son entreprise, EPH, est la plus grosse compagnie privée d'Europe en termes de production d'électricité, avec notamment du charbon, du nucléaire, du gaz et des énergies renouvelables. Récemment, il a fait l'acquisition de Evident, principale branche d'Atos, spécialisée dans l'analyse de données, donc le big data, et l'intelligence artificielle pour l'armée française. Donc toujours des liens aussi avec le public-privé. Cette manœuvre a vraisemblablement été rendue possible grâce à l'intervention d'Alexis Kohler et d'Emmanuel Macron. Donc on retrouve toujours un peu les mêmes noms qui surfent là-dessus, sur ces concepts. Sans vouloir faire de l'article Press People, il est à noter que lors du dîner du sommet Choose France de 2023, M. Kretinsky avait pour voisine de table une certaine Brigitte Macron, qui parmi vous peut croire que ce plan de table ait été fait par hasard. Dans de telles conditions, les chances de voir sur T18 une totale indépendance et une pluralité d'opinions semblent malgré bien maigres, malgré le fait qu'une fois de plus, nous encourageons ces journalistes à faire leur travail.